Petit conseil pour exploiter à fond Anki dans votre apprentissage du japonais, mieux que 99% des apprenants. 1. Construisez l'habitude. C'est le conseil le plus donné, mais aussi le moins écouté. Pourtant, c'est réellement le plus important. L'algorithme d'Anki est conçu pour optimiser vos révisions. Si vous les faites tous les jours, ne pas utiliser Anki de manière quotidienne, c'est comme utiliser une voiture pour faire de l'exploration sous-marine. C'est pas conçu pour ça. Au début, ça peut paraître cool, mais très vite, vous allez prendre la flotte et vous noyer. Est-ce la faute de la voiture pour autant ? Non, évidemment. Si vous l'utilisez correctement, une voiture, ça peut vous amener très loin. Anki, c'est pareil, utilisé correctement, c'est extrêmement puissant, mais si vous ne faites pas vos révisions tous les jours, vous allez prendre l'eau, vous noyer sous les révisions et abandonner le logiciel. Pourtant, Anki peut réellement vous amener très loin dans votre apprentissage du japonais si vous le faites tous les jours. Et pour réussir vos révisions tous les jours, il est important de construire l'habitude. Pour ça, il y a deux écoles. Premièrement, le faire tous les jours à la même heure. Ça, c'est clairement mon approche préférée. J'aime bien le faire le matin avec un café. Je me pose devant mon ordi aux alentours de 8 heures et je fais mes reps. À ce moment de la journée, le cerveau est frais et ça donne un sentiment d'accomplissement. Pour commencer la journée, c'est vraiment très kiffant. En plus, l'avantage de faire vos répétitions le matin, c'est que ça conditionne votre cerveau à repérer les mots de japonais que vous allez croiser plus tard dans la journée. C'est ce qu'on appelle le priming, ou parfois en français l'amorçage. Et c'est ce qui rend Anki si puissant pour apprendre les langues. Alors en soi, ça marche à n'importe quel moment de la journée, si vous le faites de manière quotidienne. C'est juste que je trouve ça légèrement plus pertinent le matin, avant de rencontrer du japonais sauvage dans les hautes herbes. C'est un petit peu comme s'entraîner à faire des paniers au basket avant un vrai match. Ceci dit, on est tous différents, le plus important c'est d'avoir l'habitude de le faire tous les jours à la même heure, ou plutôt au même moment. Par exemple, un autre déclencheur pertinent pour ceux qui n'aiment pas le matin, c'est dès que vous rentrez chez vous le soir, voilà, vous rentrez de l'école ou du taf, bim, Anki, sachant que le week-end, vous devrez trouver un autre déclencheur. Expérimentez un peu avec ça et tenez bon, une habitude, ça prend entre 30 et 90 jours pour s'installer. Deuxième approche, le faire sur vos temps morts. Moi, je suis pas fan, mais ça convient à énormément de monde. Plutôt que de checker Insta ou que de jouer sur votre téléphone, vous faites vos révisions Anki. Ça peut être dans les transports, les files d'attente, les toilettes, etc. J'aime moins car j'arrive pas à rentrer vraiment dans la zone sur mes temps morts, genre à vraiment me concentrer, et donc je trouve que ça fait des révisions moins efficaces que voilà, quand j'ai fait tous les jours à la même heure, que je suis bien focus. Maintenant, beaucoup d'apprenants ont du succès avec cette méthode, alors si ça vous convient, faites-le. Expérimentez avec ces deux méthodes et choisissez celle qui, personnellement, vous permet de réussir à faire vos reps tous les jours. C'est la clé du succès. 2. Gérer les nouvelles cartes intelligemment. En tant que débutant, on peut être tenté d'introduire plein de nouvelles cartes par jour et très vite être submergé par les révisions quelques jours plus tard. Ça, c'est dû à la nature de l'algorithme d'Anki qui prend quelques jours à se mettre en place et à vraiment avancer à un rythme stable. À l'image d'une voiture, vous passez pas de 0 à 100 en un instant. Il faut un petit peu de temps pour en arriver là, et si vous appuyez à fond sur la pédale sans être un petit peu patient, vous allez finir en excès de vitesse et sans essence. Dans Anki, c'est pareil, à vouloir aller trop vite, vous allez vous cramer. Il vaut mieux y aller tranquillement, laisser le temps à l'algorithme d'atteindre sa vitesse de croisière et ajuster vos nouvelles cartes graduellement. Avec l'expérience, vous trouverez un rythme qui vous convient. Ma recommandation personnelle est entre 7 et 15 nouvelles cartes par jour, 10 étant un bon point de départ si vous n'avez pas encore suffisamment d'expérience pour déterminer le nombre idéal pour vous. Dans Anki, la régularité est plus importante que la quantité. Alors ne voyez pas trop gros et faites de petits progrès tous les jours. Ils s'additionneront très vite et vous serez fiers de voir le chemin parcouru d'ici quelques mois. Évidemment, votre nombre de nouvelles cartes quotidiennes est également corrélé avec le temps que vous passez chaque jour dans Anki. Et ça tombe bien, c'est le conseil numéro 3. 3. Combien de temps passer dans Anki ? La question à 1 million. Tous les apprenants se demandent s'ils passent suffisamment de temps dans Anki. Et même si je vais vous donner des chiffres en référence, il n'y a pas de réponse absolue. Pourquoi ? Parce que ça dépendra de votre temps disponible à consacrer au japonais de manière quotidienne, ainsi que de votre niveau actuel. Je recommande par exemple aux débutants de passer plus de temps dans Anki que les intermédiaires ou les avancés. Pourquoi ? C'est parce que le rôle d'Anki change selon votre stage dans l'apprentissage du japonais. Si vous avez déjà un niveau intermédiaire, vous devriez passer la plupart de votre apprentissage à vous immerger dans du vrai japonais. Des dramas, des articles, Twitter, ou pour moi le Saint Graal, les animés, et Anki viendra en soutien à votre immersion, pour notamment déclencher le priming dont je vous parlais plus tôt. Le priming, ou l'amorçage, est un biais cognitif, un fonctionnement inconscient et automatique de votre cerveau.
C'est l'effet qui se passe par exemple quand vous voulez acheter une nouvelle paire de chaussures ou une nouvelle voiture. Subitement, autour de vous, vous remarquez toutes les paires ou les voitures identiques à celles que vous voulez. Alors que leur nombre en réalité, il n'a pas augmenté. C'est juste que votre cerveau a été amorcé pour les remarquer. Quand vous allez faire vos révisions d'Anki, vous allez de manière consciente réviser un certain nombre de mots, du vocabulaire. En soi, ça a déjà beaucoup d'effets positifs sur votre cerveau. En plus, les mots que vous avez révisés sont maintenant traités de manière inconsciente par votre cerveau comme importants. Par exemple, si vous révisez le mot senpai dans Anki, votre cerveau va le flaguer important et le retenir dans un coin de votre tête en arrière-plan. De ce fait, la prochaine fois que vous croisez ce mot à l'état sauvage, par exemple dans un animé, vous aurez beaucoup plus de chances de le remarquer. Conséquence, en le remarquant de manière naturelle plusieurs fois, dans différents contextes, vous allez finir par l'assimiler totalement. C'est ce biais cognitif, le priming, qui rend Anki si puissant couplé à de l'immersion. Quand vous combinez les deux, Anki et immersion, 15 à 30 minutes d'Anki suffisent généralement pour avoir des effets énormes. Sachant que plus vous avez de temps à consacrer à l'immersion dans du vrai japonais, plus vous pouvez augmenter votre temps passé dans Anki en parallèle. Ce sont deux choses qui marchent ensemble. En gros, visez 10 à 20% de votre apprentissage dans Anki et le reste en immersion. Ça devrait vous donner de très bons résultats. Par exemple, pour 2 heures d'apprentissage quotidien, ça nous donne 15 minutes d'Anki. Pour 4 heures, ça donne entre 25 et 30 minutes. Évidemment, ce sont des références, ne prenez pas ça comme une règle absolue et adaptez toujours à votre situation. Attention, ceci dit, l'erreur que beaucoup d'intermédiaires font, c'est de passer trop de temps dans le SRS et pas assez avec du vrai japonais, ce qui revient à préparer une course sans jamais prendre le départ. Si vous ne courez pas, vous n'atteindrez jamais la ligne d'arrivée, peu importe à quel point vous êtes prêt. Pour Anki et le japonais, c'est pareil. Anki, c'est la préparation, c'est super important, mais si vous ne plongez pas dans du vrai japonais, dans du japonais naturel, vous ne deviendrez jamais bilingue. Donc voilà, 10 à 20% de votre temps d'apprentissage pour Anki, le reste, interagir avec du vrai japonais. Pour les débutants, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. En fait, les débutants n'ont pas encore des bases assez solides pour pratiquer l'immersion avec succès. Effectivement, c'est un petit peu comme essayer de courir avant d'avoir appris à marcher. Pour construire ces bases, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui passent énormément de temps dans le SRS, dans Anki, et ceux qui passent énormément de temps dans les manuels. Si vous êtes débutant, je vous conseille de ne pas trop vous prendre la tête avec ça. Essayez avant tout de vous construire des fondations solides et de prendre l'habitude de faire Anki tous les jours. Ça peut commencer par 5 minutes, puis monter à 10, puis pourquoi pas à 15. Voilà, avec le temps, vous augmentez graduellement votre temps passé dans Anki. Le plus important, c'est de construire tranquillement l'habitude de faire Anki tous les jours en parallèle du manuel ou du guide de grammaire que vous suivez. Le plus tôt vous prendrez l'habitude de faire Anki quotidiennement, le plus facile ça sera de transitionner quand vous serez prêt. Ensuite, quand vous serez confortable avec Anki, ça sera pertinent d'y passer beaucoup de temps. Ça vous permettra de construire efficacement une base robuste en kanji et en vocabulaire. Pour les débutants, entre 30 minutes et 1 heure par jour me paraissent solides si vous voulez vraiment voir des progrès rapides. Moi, je passais 1 heure par jour et c'était clairement la majorité de mon temps d'apprentissage actif du japonais qui partait dans Anki. Ça a très bien marché pour moi, c'est très efficace en fait quand vous avez la grammaire de base mais encore peu de vocabulaire et de kanji. Ça vous prépare à pouvoir transitionner vers de l'immersion avec succès. Écoutez-vous, évitez le burn-out évidemment. Le plus important, encore une fois, c'est la régularité avant la quantité. Retenez juste que voilà, quand vous êtes débutant, une fois la grammaire de base acquise, enfin plutôt que acquise, je dirais la grammaire de base vue, vous pouvez avoir une utilisation d'Anki qui représente la majorité de votre étude active, le temps de construire une belle base avant de plonger dans l'immersion. En cas de doute, n'hésitez pas à me contacter directement, je vous laisse mon Discord dans la description. 4. Gérer les sensus et les exploiter à fond. Ok, un peu de vocabulaire pour qu'on parle de la même chose. Dans Anki, il y a une mécanique native qui s'appelle la gestion des pénibles, ou des sensus en français, et leech en anglais. Je vais rester sur le terme leech le reste de la vidéo pour une question de clarté. Une carte leech dans Anki au bout d'un certain nombre d'échecs. Par défaut, c'est 8, mais c'est customisable. En gros, si vous répondez 8 fois à revoir sur une même carte, Anki la considère comme leech et adopte l'un des deux comportements suivants. Il donne le tag leech à la carte sans plus d'action, ou il donne le tag leech à la carte et la suspend. C'est à l'utilisateur de choisir le comportement dans les paramètres. Et si vous avez suivi ma vidéo sur le paramétrage d'Anki pour le japonais, vous savez que je vous recommande de suspendre la carte par défaut. J'en parle plus en profondeur dans la partie l'oubli stratégique, gérer les cartes difficiles,
de ma vidéo sur Loki Anki. Ceci dit, je vais revenir sur les points les plus importants ici. C'est vrai que le premier réflexe de beaucoup de monde, moi y compris, est de flipper quand on voit une carte glitchée. On se dit merde, j'ai pas assez révisé, faut que je fasse quelque chose, que je les réapprenne plus dur. Pourtant, une carte qui glitch, en soi, c'est du pain béni. C'est Anki qui nous signale attention. Cette carte te pose plus de problèmes que les autres. Et ce n'est pas grave, c'est un fonctionnement tout à fait normal du cerveau. Certaines cartes seront plus faciles, d'autres plus dures. Si on se réfère au site de Super Memo, éliminer 10% des éléments les plus difficiles pourrait induire une augmentation de la vitesse d'apprentissage de 300%. C'est énorme. Dit plus simplement, en abandonnant 10% de vos cartes les plus dures, vous pourriez apprendre 3 fois plus vite. Et les cartes les plus dures que les autres, elles sont justement indiquées par Anki à travers les leech. Quand une carte leech, vous avez 3 options. La réinitialiser directement. Vous considérez que la carte a leaché par accident et vous la réinitialisez sans rien changer. Même si ça peut arriver, ça doit rester exceptionnel. Ne vous mentez pas à vous-même. Si une carte est réellement difficile, mieux vaut l'accepter et la traiter en conséquence plutôt que de foncer tête baissée dans le mur, la modifier puis la réinitialiser. La carte a glitché parce qu'elle n'était pas très bien conçue et vous voyez comment l'améliorer en ajoutant des images, des exemples, décomposer les kanji, etc. À ce compte-là, vous pouvez modifier la carte et la réinitialiser pour tenter de la réapprendre. Attention, ceci dit, si vous prenez trop souvent cette décision, c'est certainement un signe que vos cartes sont mal conçues de manière générale. Essayez d'utiliser des cartes bien conçues dès le départ et de les modifier, voilà, qu'en cas vraiment de nécessité. La supprimer, bien souvent la meilleure solution. Dans l'extrême majorité des cas, la carte a glitché parce que vous n'êtes pas encore prêt pour elle. Je sais que c'est frustrant quand t'arrives pas à retenir une carte, mais c'est une bonne chose. Quelqu'un qui retient toutes ses cartes, c'est quelqu'un qui n'en fait pas assez. Et rappelez-vous, en éliminant 10% de vos cartes les plus difficiles, vous pouvez aller jusqu'à 3 fois plus vite. En plus, quelque chose qui est incroyable, c'est que l'apprentissage du vocabulaire, c'est pas binaire. Il n'y a pas des mots intrinsèquement difficiles ou intrinsèquement faciles. La difficulté d'un mot dépend de sa fréquence et des différentes connexions qu'on a avec ce mot. Un mot difficile aujourd'hui sera peut-être facile dans 6 mois. Pourquoi? Parce que en 6 mois, vous l'aurez rencontré d'autres fois, chaque occasion étant une chance de rendre le mot plus facile. Et surtout, vous aurez peut-être construit d'autres connexions dans votre cerveau qui vous permettent d'accrocher facilement un mot auparavant difficile. C'est notamment le cas avec les kanji et leurs différentes lectures. Plus vous en connaissez, plus les nouveaux mots deviennent faciles. Même en français, c'est le cas également. Prenez le mot anticonstitutionnellement, connu et réputé pour sa longueur. Certes, si vous cherchez à l'apprendre tôt dans l'apprentissage du français, ça sera difficile. Mais pour un apprenant qui connaît le préfixe anti, comme dans antivirus ou antisismique, etc., le mot constitution et la formation des adverbes en français, comme dans chaleureusement, gaiement, courageusement, etc., ça devrait aller. En formant toutes ces connexions, le mot devient beaucoup plus facile. Les mots durs deviennent plus faciles avec le temps à force de rencontres et de construire des connexions avec la langue. C'est ça qui rend l'exploitation des leech viable sur le long terme. Rien ne vous interdit de réintroduire une carte qui a leaché par le passé. En vérité, moi je le fais tout le temps. Je croise dans mon immersion des mots que j'ai essayé d'apprendre il y a 6 mois sans succès. Pourtant, aujourd'hui, il ne me pose plus le problème et je les ai réintroduits dans mon Anki sans souci. Si vous vous délestez de ces mots difficiles suffisamment tôt, dès qu'ils glitchent, vous irez plus vite et pourrez les reprendre plus facilement plus tard dans votre aventure. Alors ne craignez pas les glitchs, embrassez leur pouvoir, ça rendra vos révisions plus agréables et plus efficaces. 5. Compréhension ou production. Évitez cette erreur. Les cartes de compréhension sont les cartes où vous avez votre langue cible au recto et les éléments de réponse au verso. Les cartes de production sont l'inverse, vous avez du français au recto et vous devez la traduire vers votre langue cible. Certaines personnes se demandent peut-être quelle est la meilleure option. Malheureusement, je pense que trop de personnes ne se demandent pas quelle est la meilleure option, et c'est bien dommage. Je vois trop de gens qui créent et révisent les deux. Je ne peux pas leur en vouloir, un des templates de base d'Anki, créer une carte et son inverse. En gros, vous rentrez Neko et Chat dans une note et Anki, vous créez 2 cartes, une de compréhension et une de production, qui est simplement en fait son inverse. Ça peut sembler être une bonne idée au premier abord, et je sais que même certains professeurs traditionnels encouragent cette méthode. Pourtant, les cartes de production, vous voulez les fuir, absolument. Pourquoi? La raison la plus évidente, c'est parce que c'est contre le principe du SRS. Donc Anki, logiciel de SRS, de répétition espacée, se base sur votre capacité à évaluer vous-même votre réponse. Effectivement, c'est indispensable afin que l'algorithme d'Anki fonctionne, que vous puissiez évaluer correctement vos cartes. Ce n'est pas un professeur qui va vous dire c'est bon ou c'est faux, c'est vous-même qui devez prendre cette décision. La compréhension, c'est assez facile à évaluer. Ça se fait en 2 temps. Si c'est du texte, arrivez-vous à le lire. Sinon, la carte est fausse. Si oui, passez à l'étape suivante. Est-ce que vous avez compris?
sinon la carte est fausse. Si oui, vous avez compris, bravo, la carte est correcte. Le verso va juste apporter des informations pour vérifier votre lecture, ainsi que le sens global du mot ou de la phrase. Du moment que vous avez su lire et comprendre le sens général, c'est bon. Vous avez suffisamment de connaissances dans votre langue maternelle pour savoir que si pour chose vous avez répondu petite fille au lieu de fillette, ça reste correct. Le sens est là. Pour la production, c'est une histoire différente, surtout pour les débutants. Je suppose que ce que je vais dire est valable pour toutes les langues, mais pour le japonais, qui est extrêmement différent du français, c'est encore plus frappant. Si vous n'avez pas déjà une certaine maîtrise dans votre langue cible, il est quasiment impossible de vous auto-évaluer en production. Exemple, si vous voyez le mot rouge, comment vous répondez? Aka? Akai? Vous voyez, ce sont deux réponses différentes, mais toutes les deux correctes. Aka, c'est rouge, le nom, comme dans j'aime le rouge. Akai, c'est rouge, l'adjectif, comme dans la voiture rouge. Maintenant, imaginez que vous répondez Akai lors de vos révisions, mais que vous avez marqué Aka comme réponse au verso de votre carte. Comment vous notez la carte? Correct? À revoir? C'est déjà plus ambigu, surtout si vous avez encore peu de connaissances en japonais. Vous n'êtes même pas sûr, est-ce que vous avez eu bon ou est-ce que vous avez eu faux? Un professeur pourrait sûrement vous dire oui c'est bon, puis vous expliquer la différence entre les deux, et vous en sortirez très bien. Mais tout seul, c'est compliqué. Du coup, comment vous notez votre carte de production si vous n'êtes même pas sûr de la réponse? C'est dur. Et une carte dure à noter est une mauvaise carte. Et là, j'ai pris pour exemple quelque chose de simple. Imaginez avec des notions compliquées ou des phrases entières. Traduisez-moi je t'aime en japonais. Ski, skida, skides, kimigaski, kimi no koto ga ski d'ailleurs. Et encore, là, je suis resté soft en utilisant que le nom ski. Aishiteru, koishiteru. Voire même tsuki, akire, desu ne, si vous êtes en forceur, en poète. Tout ça, techniquement, en français, on le traduit par je t'aime. Mais si vous avez répondu ski et que la réponse à la carte est aishiteru, sans un minimum d'expérience, vous allez noter la carte faux. Et vous allez peut-être même créer des fausses associations. Et croire que je t'aime se dit forcément aishiteru. Et sûrement faire flipper votre crush si vous vous lancez dans une déclaration. La production, c'est un sujet très débattu dans la communauté. Certains recommandent de produire le plus tôt possible, d'autres de ne surtout pas commencer avant 6 mois de compréhension. Évidemment, il y a tout un tas de personnes qui sont entre les deux et qui recommandent d'attendre un certain nombre de temps avant de commencer. J'ai mon propre avis sur la question, mais une chose est sûre, c'est que si vous voulez produire, ne le faites pas à travers Anki. Anki a besoin d'un feedback immédiat pour fonctionner. Ce feedback, vous pouvez le donner sur de la compréhension, mais pas sur de la production. Alors, investissez votre énergie, vos efforts, dans les cartes de compréhension et fuyez les cartes de production. 6. Maîtrisez Anki et faites-le. Si vous êtes sérieux, vous avez passé plusieurs années, tous les jours, dans Anki. Ça fait vite un paquet d'heures, alors apprenez à le maîtriser et à l'exploiter. En suivant les conseils de cette vidéo, vous partez déjà très bien. Ensuite, amusez-vous, explorez les fonctionnalités d'Anki. Ce n'est pas un logiciel facile, mais il est extrêmement puissant une fois maîtrisé. Utilisez les drapeaux et les tags pour votre organisation personnelle. Apprenez à utiliser les statistiques pour une calibration subtile et personnalisée. Jouez avec les types de cartes pour créer des templates qui vous correspondent. Une autre chose essentielle, si ce n'est pas encore fait, c'est de configurer Anki pour le japonais. La configuration d'Anki de base n'est pas du tout optimisée pour ça. Ne gâchez pas des centaines d'heures d'études à utiliser Anki non configuré. Pour ça, je vous laisse des ressources dans la description, notamment mon Discord, n'hésitez pas à me contacter, ainsi que d'autres vidéos sur Anki. Je vous recommande tout particulièrement celle sur Loki Anki, qui amènera votre apprentissage du japonais au niveau supérieur. Tchuss!